Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. La dernière fois que vous êtes venue au 4 Vérité, le soir même, vous alliez sur TF1 pour tendre la main à l'ensemble de la gauche pour l'organisation d'une primaire. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce qu'elle a encore une chance d'aboutir, cette primaire, Anne Hidalgo? Elle serait très importante parce que c'est la voie pour pouvoir rassembler, avoir une candidature unique de celles et ceux qui veulent gouverner à gauche. Je pense bien sûr aux écologistes. Pour ma part, je suis prête à m'y engager, mais cette primaire n'a de sens que si Yannick Jadot y vient. Donc, il vous a dit non? Il a dit non, j'ai entendu, je lui ai redit aujourd'hui que c'est sans doute ce qui peut créer de l'espoir pour toute une partie de ce peuple de gauche, mais pour Anne ces Hidalgo, écologistes qui voudraient une autre politique. Quand c'est non, c'est non. C'est ce que vous dit hier aussi Jean-Luc Mélenchon. Il était invité chez nos confrères de France Inter. Alors il est pas très agréable, hein. Il dit il est fatigué de cette gauche qui pleurniche. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de victoire. En fait, s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de victoire. Ça, c'est vrai. Ils ne le pensent pas, visiblement. Et il faut avoir envie de gouverner ensemble. Peut-être qu'ils ne veulent pas, finalement, gouverner. Moi, je continuerai à porter. Bien sûr que j'ai entendu ce que Yannick Jadot a dit. J'ai entendu ce que les uns et les autres disent. Et donc, il reste encore un peu de temps. Moi, je suis prête à cette primaire. Mais bien sûr, elle n'a de sens que si c'est pour avoir un candidat commun. Et ce candidat commun, s'il n'existe pas, eh bien, chacun portera ses couleurs et je le ferai de mon côté, bien sûr. Elle n'aurait pas de sens, Anne Hidalgo, cette primaire, si elle se faisait uniquement, sans être désagréable avec eux, avec Madame Taubira et Monsieur Montebourg? Et vous-même? Ça n'aurait pas de sens parce que ça ne permettrait pas d'avoir un candidat unique. Je crois que c'est ça l'objet, l'enjeu. Et pourquoi une primaire? Cette idée me paraît la meilleure parce que les partis politiques ont échoué à trouver un accord pour pouvoir porter ensemble un projet pour la France. Donc la meilleure façon de faire, c'est de remettre aux citoyens qui veulent cette gauche, le pouvoir de choisir par le vote d'une primaire. J'entends que beaucoup n'en veulent pas. Il y a un délai. Et voilà, il est encore temps cette semaine. Il reste une semaine? Il reste grosso modo une semaine. Pour ma part, ce que je dis aujourd'hui aux Françaises et aux Français, c'est que je porterai en tout état de cause les propositions de cette gauche qui veut transformer le réel, qui veut vraiment prendre en considération à la fois les questions de changement climatique, mais aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire, les questions de santé, les questions d'éducation qui sont primordiales dans la vie de nos concitoyens. Ce qu'on entend ce matin, Anne Hidalgo, c'est ce que vous nous dites, c'est que cette primaire, c'était pas une porte de sortie pour vous? Absolument pas. Non, j'ai une conviction, vous savez, qui est que si nous voulons gouverner, il faut se rassembler. C'est ce que j'ai fait à Paris. Vous savez, je suis élue, réélue maire, à la tête d'une coalition qui n'est pas toujours facile, parce que ça s'engueule souvent dans ce type de coalition. Mais au moins, on change les choses. Au moins, on change les choses en vrai. Vous parliez tout à l'heure de politique des transports, on parle de logement, on peut parler de tous ces sujets qui font que on peut améliorer la vie de nos concitoyens. Et je pense que notre pays a besoin d'une gauche républicaine, d'une gauche responsable. Ça se voit pas encore sans être désagréable dans les sondages, vous le savez bien? Oui, c'est vrai, mais vous savez, les sondages sont aujourd'hui une mesure de je ne sais pas trop quoi, une forme de l'opinion. Et moi, je crois beaucoup à la conviction, à la détermination, et puis à la rencontre aussi directe avec les Françaises et les Français. Je les entends, je les vois. Ils sont malheureux de la situation dans laquelle on est. Malheureux de quoi? Malheureux de ne pas voir d'alternative. Malheureux de voir un pays qui s'enfonce dans des divisions. Un gouvernement qui ne tient compte absolument pas des Français de la classe moyenne, des catégories populaires, qui finalement continuent à ne donner qu'à ceux qui ont le plus de moyens aujourd'hui. Et on le voit, un gouvernement aussi qui s'assoit complètement sur tous les pouvoirs qui pourraient faire respirer notre démocratie, en particulier le Parlement. Et un gouvernement justement qui gère la crise liée à la pandémie. Les discussions sur le pass vaccinal ont été suspendues cette nuit. Est-ce que vous êtes de ceux qui regrettaient le temps perdu pour l'application du pass vaccinal? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça se passe comme ça parce que ce gouvernement ne respecte personne. Parce que ce gouvernement, il y a quelques semaines, à peine un mois,
mois, le ministre de la Santé nous expliquait qu'on était les meilleurs du monde, les rois du monde, que Omicron était en passe d'être vaincu, ou en tous les cas allait tourner autour de la France. Quelques semaines plus tard, on se retrouve, ce qui était une évidence, puisqu'on avait les chiffres et on voyait bien ce qui se passait aussi à l'étranger de cette contamination et de cette diffusion, et on se retrouve dans une situation au-delà du pass vaccinal. Je suis pour la vaccination parce que je pense pour que le pass vaccinal. Pour le pass vaccinal, même si il est privatif de liberté et qu'il faut donc prendre le temps de la discussion et que le Parlement est le lieu de cette discussion respectueuse avec toutes les forces politiques. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est quand même notre système de santé publique, c'est l'hôpital. Pourquoi on est dans cette situation de stress par rapport à Omicron? C'est que l'hôpital risque de ne pas pouvoir répondre parce que dans le même temps, le gouvernement a supprimé 5700 lits. 5700 lits en France, alors qu'on est en pleine pandémie. Vous allez vous rendre à Bichat cet après-midi. Vous êtes présidente du conseil de surveillance de la PHP. L'opposition parisienne dit quand même, c'est incroyable qu'elle se rende là-bas parce qu'elle a soutenu le projet de suppression de 1000 postes et de 300 lits de l'hôpital Bichat. Non, vous savez, je ne vais pas rentrer dans l'hôpital Bichat en particulier. Je soutiens l'hôpital. Je soutiens l'hôpital public et d'ailleurs l'hôpital parisien. Et je peux vous dire qu'au sein du conseil de surveillance de la PHP que je préside, qui n'a pas de pouvoir, d'ailleurs je reverrai la gouvernance des conseils de surveillance où les élus n'ont pas de pouvoir, où les représentants non plus des patients ont très peu de pouvoir et où les syndicats en ont peu aussi. Donc il ne sert à rien. Donc c'est pas qu'il sert à rien parce que c'est un lieu de discussion et en tous les cas je m'y suis beaucoup impliquée et j'ai tenu à le présider personnellement. Mais surtout sur l'hôpital public, ce que je souhaite dire, c'est que nous devons sortir, et dans mes propositions, celles que je présenterai prochainement aux Français dans le cadre de mon programme, nous reviendrons sur le système de financement de l'hôpital public. Aujourd'hui, vous savez, l'hôpital public est financé à partir de règles purement budgétaires qui visent à contenir la dépense de santé. On ne tient pas compte du tout des besoins de santé de la population. Donc, je mettrai fin à ce qu'on appelle l'ONDAM, qui est pour financer comment, du ce coup système. Et on le financera à partir des besoins de santé. Il y aura chaque année, au mois de mars, au Parlement, une discussion qui sera engagée avec les parlementaires sur les besoins de santé dans le pays. On tiendra compte de quoi? Aussi de toutes ces maladies chroniques, des questions liées au cancer, des questions liées à la santé mentale, de tous ces sujets qui sont des sujets de la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc redéfinir les besoins de financement chaque année. Chaque année, avec en fin d'année le vote, bien sûr, dans le cadre du projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale, des financements attribués à l'hôpital. Mais par exemple, sur la plus question du tout à partir d'une entrée comptable et budgétaire qui est mortifère, qui est totalement mortifère et qui a mis l'hôpital par terre et les soignants dans une situation de maltraitance. Alors, vous dites que les soignants sont maltraités. Est-ce que vous proposez de doubler le salaire des soignants comme vous proposez de doubler le salaire des profs? Il faudra bien sûr faire évoluer grandement le salaire des enseignants, mais le salaire aussi, le doubler, non. C'est pas, la question du doublement n'est pas un sujet en soi. Il faudra bien sûr l'augmenter de façon très importante parce qu'il faut rendre les métiers à nouveau attractifs. Vous le savez, aujourd'hui, on manque cruellement de médecins, mais aussi d'infirmières. On est obligé de faire appel à quoi? À l'intérim. L'intérim qui déstabilise complètement le système hospitalier et qui crée aussi d'ailleurs des disparités de salaire très importantes entre, par exemple, les infirmières, je le vois à la PHP, qui sont attitrées et celles qui viennent en intérim. Donc il faut augmenter, bien sûr, le nombre de médecins, le nombre d'infirmières. Et vous entendiez tout à l'heure la chronique d'Axel de Tarlé qui parlait de la question des taux. Et derrière la question des taux, il y a la question de l'endettement. Est-ce qu'à un moment donné, le rétablissement des comptes publics fait partie de vos priorités? Pas le rétablissement des comptes publics. Je sais très bien que le gouvernement, dans la note qu'il a envoyée à Bruxelles à l'appui de son plan de relance européen, propose, et ça a été très peu commenté, je vous invite à reprendre cette lettre de Bruno Le Maire, je crois que c'est du printemps dernier, qui dit qu'en 5 ans, il veut revenir à 3% de déficit public. C'est-à-dire qu'en 5 ans, il veut faire en France une potion amère qui sera une potion d'austérité. Je veux en France et en Europe sortir de l'austérité. L'austérité est mortifère. Elle a conduit à quoi? Par exemple, à démanteler complètement l'hôpital public, à affaiblir
affaiblir tous nos services publics. Et on voit bien dans nos pays, que ce soit en France, mais aussi au niveau européen, les services publics jouent un rôle fondamental pour améliorer la vie de nos concitoyens. Donc, je ferai bien sûr du financement des services publics, de la maîtrise évidemment de nos finances publiques, un élément important, mais je sortirai des politiques d'austérité pour la France et pour l'Europe. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.